Bienvenue sur Ici Echo. Total Energies et ses partenaires Eni et Qatar Energy ont lancé mardi passé les activités d'exploration du bloc 9 au Liban. Selon un communiqué de Total Energies, l'appareil de forage est localisé à environ 120 km au large des côtes libanaises. Total Energies est l'opérateur du bloc 9 offshore au Liban. Il détient une part de 35% aux côtés de ses partenaires, Eni avec 35% et Qatar Energy avec 30%. Les revenus que le Liban espère obtenir de ses ressources gazières et pétrolières, si celles-ci venaient à être confirmées, devraient être placés dans un fonds souverain ou en tout cas une grande partie d'entre eux. L'objectif d'un tel fonds, qui a été mis en place dans de nombreux pays, dont notamment la Norvège, est d'assurer une gestion transparente de ses revenus. Il est crucial de penser aux générations actuelles et futures en mettant en place un cadre solide pour gérer les futurs revenus pétroliers au Liban. D'autre part, le Premier ministre sortant Najib Mikati a présidé une réunion de la commission chargée de présenter des propositions de modification du Code de la monnaie et du crédit. La commission a examiné de nouvelles idées pour amender le Code de la monnaie et du crédit. Les questions fondamentales sont intouchables, mais certains points peuvent subir des modifications esthétiques selon les personnes réunies. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées au forage du bloc 9 avec le membre du conseil d'administration de la Lebanese Petroleum Administration LPA, Wissam Chbat. Nous discuterons également de l'actualité économique avec le doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais, Midel, Fouad Zmekhoul. Je commence directement avec M. Chbat. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, M. Wissam Chbat. Donc, vous êtes le membre du conseil d'administration de la Lebanese Petroleum Administration. Oui, merci beaucoup. Donc, je commence directement avec le bloc 9. Donc, voilà, le forage. Et quels ont été les préparatifs nécessaires au niveau technique, administratif pour le forage sur le bloc 9? Donc on est maintenant dans l'étape exécutive suite à l'exécution des contrats qui étaient signés en 2018 entre le gouvernement libanais et les sociétés, notamment l'opérateur qui est Total, Total Energies maintenant. Il y avait des prévisions de forer un puits dans le bloc 4, dans les premières trois années, et un puits dans le bloc 9. Le puits du bloc 4 a été complété en 2020, en avril, sans bon résultat. Donc ça, c'était connu. Pas aussi positif, mais il faut pas, vous avez dit, donc il ne faut pas aussi c'est pas au niveau... dire que voilà, c'est fini. Non, bien sûr que non. Ça, c'est l'exploration. Il y a des hauts et des bas. En fait, il y a beaucoup d'exemples dans la région où un certain bloc ou bien un certain... Durant cette entrevue, je vais consacrer une ou deux questions à propos du bloc 4. Oui. Mais continuons au niveau du bloc 9. Donc, comme j'ai dit déjà, que le bloc 4, le commitment des sociétés pétrolières, a été complété en avril 2020 et il restait le commitment dans les premières 3 années sur le bloc 9, qui a été ralenti un peu à cause du Covid. Suite à la chute du prix du pétrole et les budgets de l'exploration qui étaient diminués par les sociétés. Donc ça nous a et l'histoire des frontières aussi. Voilà, donc ça c'était la deuxième raison qui est géopolitique liée au problème, aux disputes maritimes du sud, de la frontière sud. Donc après l'accord qui a été signé le 27 octobre 2022, on n'a plus d'obstacles, disons, ni liés à la santé. Il fallait remettre les roues sur les rails. Voilà, donc on est là maintenant. Depuis le jour de la signature ou bien de l'échange des lettres liées au accord de frontières maritimes. C'est un peu délicat ici, c'est pour ça. Donc il faut utiliser les termes. Donc vous savez que je faisais partie du comité. Voilà, donc on est maintenant devant un travail purement technique qui a été préparé minutieusement les années passées et qui est en forme d'exécution maintenant. Donc, après, disons, novembre 2022, les tâches techniques ont commencé. Au début, on commence avec le design du puits. On fait le design du puits, on choisit la place où le puits va être donné le meilleur résultat dans le prospect de Cana. Et après, on commence à faire des simulations
à étudier la géologie encore plus pour savoir la pression qu'on attendait dans le C'est puits. Total qui a fixé les coordonnées du puits qui va être ouvert, disons, Ah oui, où le forage et l'exploration vont avoir lieu, oui, n'est-ce pas? c'est eux avec leur partenaire, qui est Mm. INA, l'italien, et le nouveau partenaire Qatar Energy, Mm. qui a fait un farm-in dans ce Mm. projet en janvier 2023. Mais on dit ça parce que Total Energies est l'opérateur Exactement. du bloc 9. Euh, Pourquoi Transocean? Pourquoi vous signez avec Pourquoi Total a signé avec Transocean? Ça se fait comment? En fait, tout le, Pour choisir, donc voilà, c'est pour expliquer ici que c'est l'appareil de forage. en fait, pour forer un puits, Oui. on a besoin de beaucoup de services. Et Total Energies est comme le manager du projet, Mhm. tout simplement. Donc tous les services vont être contractés ou bien vont être Par liés Total. par Total. Donc on a à peu près 12 contrats, 12 appels d'offres qui étaient lancés internationalement et localement pour des sociétés libanaises, dont Cela a la été part fait libanaise. par Total. Oui. D'accord. Nous, en fait, au niveau de la LPA, on C'était est... le contrôle, les régulations, n'est-ce pas? Exactement. Et il y a quatre services qui ont Mhm. été, disons, définis que les sociétés libanaises peuvent entamer. Mhm. OK? Donc, ces 4 services étaient liés à le management de la base logistique dans le port de Beyrouth. Au service. Oui, donc il y a encore... C'est le côté logistique. Exactement. Le service des hélicos qui vont prendre les passagers entre l'aéroport de Beyrouth et la plateforme. plateforme. Et encore, on a le supply du marine gasoil Mhm. pour l'appareil de forage Pour faire fonctionner l'appareil. et les bateaux qui vont assurer Un le support support technique. logistique Logistique et technique. et transporter tous les équipements du port de Beyrouth. Très bien. à 12 le appels solution. d'offres qui ont été Et lancés. lancés. Et cette procédure-là a été gérée par Total suivant leurs mesures internes, leur procurement procedure interne. Donc, ouverture des enveloppes, voilà. c'est Transocean qui a pris le deal. Exactement. Il y avait à peu près 5 ou 6 sociétés qui avaient des appareils de forage disponibles parce qu'il y avait encore le limite du temps. C'est vrai que c'est Voilà. aussi difficile de forer sur ou bien dans le bloc 9 parce que les caractéristiques maritimes sont aussi difficiles avec les fosses qui existent, avec donc les failles, je ne sais pas moi. Donc En fait, ces challenges, si on peut dire des challenges de forage, c'est commun dans tous les... c'est aussi profond. Voilà, mais dans le monde maintenant, on ne trouve pas du pétrole et du gaz dans des régions qui sont faciles. On cherche toujours les régions difficiles parce que les découvertes faciles, c'est fini déjà. Donc maintenant, on cherche les harsh environments, comme on dit en anglais. On est à quelle profondeur? À 1650 mètres d'eau. Et le forage va... À peu près 2700 mètres du sol de la mer. Vous pouvez reprendre les 1650 mètres d'eau. 1650 mètres d'eau et puis... Forage 2700 mètres. Waouh, mais ça c'est grand. Mais ça c'est le offshore. Oui. C'est pour ça. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous exposer d'une façon un peu détaillée donc, le calendrier, le programme? Après, on s'attend à quoi? Donc le 16 août, c'était une date qui est aussi importante pour nous. On a vu les responsables se déplacer par hélicoptère et sur l'appareil de forage. Mais on s'attend à quoi? D'ici 67, 66, 65 jours à peu près? En fait, on s'attend? Oui, en fait, aujourd'hui, c'est le jour de commencement du forage, officiel. On dit spot date. Donc, on a Donc aujourd'hui, juste pour dire, parce qu'aujourd'hui, on est jeudi, 24 août. Exactement. Aujourd'hui, c'est le ministre des... Parce que notre épisode va être mis sur la plateforme vendredi. Donc, mais pour dire qu'aujourd'hui, c'était le ministre de l'énergie, Walid Fayad, qui a déclaré officiellement, 24 août 2023, T0. Oui. D'accord. Donc, de ce T0, vous avez dit, il y a 67 jours. Il y a 2 objectifs pour ce puits. 2 buts. Il y a le premier but qui est à 3200 mètres de la surface de l'eau, disons 1650, donc à peu près 1600 mètres de forage. Et après, on a un autre but qui est à peu près 3600 mètres
jusqu'à 3400 mètres, 4400 mètres. Ok. Donc on parle de deux objectifs. Un objectif qui est lié seulement à la structure géologique du mer libanais, c'est spécifique au Liban, qu'on teste maintenant dans ce puits, et on espère que s'il y a des résultats positifs, ça va ouvrir un nouveau horizon sur tout le offshore libanais. Donc ça sera, comme on dit, cerise sur le gâteau. Okay. Si on arrive à trouver quelque chose de positif en termes de géologie, en termes de timing et tout ça. Le but principal de ce puits, c'est d'essayer de trouver les similitudes entre l'offshore palestinien et l'offshore libanais, là où il y a des découvertes assez considérables déjà sur les dernières 15 années. Donc si on trouve on parle ici de Lifitane, on parle ici de Léviathan, Tamar, Karish, Karish étant le plus proche. Oui. Donc, durant la visite, on pourrait voir Karish. Le FPSO de Karish, avec nos yeux. Oui. Okay? C'est à peu près 10 km de point de forage. Et les résultats de Karish étaient excellents. Oui. Donc, mais en fait, on ne peut pas dire que la géographie, c'est la géologie. Donc, oui. Ils tiennent les mains ensemble parfois, ils dansent ensemble, mais parfois c'est pas parfois, possible. On ne peut pas trancher que voilà, là-bas il y a des résultats aussi positifs, il faut s'attendre à il faut forer. Donc, vous voulez me dire ici, l'exploration permettra aujourd'hui d'évaluer quoi? Donc ça c'est ma question. Oui. Et quelle est l'importance de la matérialité des ressources en hydrocarbures et leur potentiel productif dans cette zone? Bon. Pour répondre à la dernière question, on ne peut pas maintenant parler des potentiels avant de forer les puits jusqu'à la profondeur. Donc vous voulez dire que toutes les études ici qui sortent et qui disent voilà, il y a 100 milliards, 200 milliards, 150 milliards, ça c'est faux. Il faut commencer à explorer. Voilà. Et on peut avoir donc une idée de la quantité qui existe, s'il y a une quantité commerciale qui existe. Exactement. Parce qu'au début, il faut prouver qu'il y a des accumulations commerciales dans la région. Dire commercial, juste pour expliquer pour notre téléspectateur, c'est ou bien c'est commercial, ou bien c'est pas commercial, les quantités, ou bien il n'y a pas. Oui. Donc si c'est pas commercial, donc le coût de l'exploration, le coût d'enlever donc ces quantités d'extraction est plus grande que le revenu attendu. Oui. Donc on laisse ça. On laisse ça, mais on laisse ça dans le frigo, si on peut dire. Parce que si on avec une nouvelle technologie peut-être après. Peut-être, mais si on a une autre découverte, qui est encore petite, pas commerciale par elle-même, mais les deux seront commerciales. Ensemble. Donc on produit ou bien on développe les deux ensemble. Premier scénario, quantité qui existe, non commerciale. Oui. Second scénario, donc quantité qui existe, commerciale. Par elle-même. Donc ça justifie l'infrastructure, les coûts de l'infrastructure. Donc on commence la phase de développement. Inférieur au profit. Exactement. C'est lié encore. Définir ou bien déclarer la commercialité est lié à 3 facteurs. Ça c'est important. Les volumes. 2, les prix qu'on attend à vendre. Et encore, le plus important, c'est les coûts de l'infrastructure. Disons, si on planifie à faire des gaz liquéfiés, donc on ne peut pas faire ça avec des réserves petites ou bien moyennes. Okay? Donc, ça ne sera pas commercial si on veut. La seule façon, c'est de faire le LNG, au GNL en français. Donc, ça ne sera pas commercial. Ça va être transmis donc par... Voilà. Par bateau. Par des bateaux. Par bateau. Oui. Okay. On parce construit un bateau. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui les moyens de faire sortir ou bien emporter ces quantités par pipeline. Gazoduc. Oui, on peut, par exemple, si on a un besoin, disons, on a une découverte le jour J+67. Et on commence à planifier, parce que la première phase de planification, c'est la planification de l'infrastructure et le marketing du gaz. Parce que, comme vous le saviez, le gaz... Il faut vendre le gaz avant de l'explorer. Il faut signer les contrats, c'est normal. Toujours on dit ça. Donc avant de faire sortir ce gaz, il faut le vendre, trouver les marchés. Exactement. Donc, il y a la course aujourd'hui. Oui, mais on a un marché local qui est robuste. On a besoin, en fait, du gaz pour si vous permettez aussi pour les personnes qui disent que voilà, donc le côté israélien... nous a, voilà, le crayon est tombé, donc c'est pas un problème. Donc les Israéliens aujourd'hui nous ont dépassés, etc. Mais il faut prendre en considération que la demande aujourd'hui est aussi grande en Europe, partout au monde. Donc pour tout temps, on va avoir devant nous une demande au niveau du gaz. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vrai. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est vrai. Il faut continuer à travailler. Mais il ne faut pas avoir un genre de fréquence de forage très ralenti. Il faut avoir parce qu'il y a les coûts d'opportunité ici. Ça, c'est un.
Deux, on est dans un monde énergétique qui évolue tous les jours. Ok. On a beaucoup de nouvelles technologies Ouais. qui peuvent mettre en danger Avec l'énergie renouvelable. exactement, aussi. les hydrocarbures ou green, bien le vert. l'utilisation. Ouais. Exactement. Donc, ce n'est pas un défi, ce n'est pas quelque chose de dangereux maintenant, mais disons, dans 50 ans, ce sera quelque chose à penser, à voir le energy mix qu'on va faire. Ça dépend à des technologies qui seront liées à l'énergie renouvelable, notamment. Donc, et on réduit la dépendance sur l'énergie des hydrocarbures. Donc, c'est clair. Et le troisième scénario, c'est il n'y a pas des quantités. Espérons ne pas arriver à ce. Ça c'est quelque chose qu'on sait qu'on ne va pas l'avoir. Mais on a eu ça au bloc 4? Oui, mais on a confirmé la présence du système pétrolier. C'est par l'étude des... Voilà. On a trouvé des traces sable, de gaz, donc des traces de gaz. Dans le bloc 4, si vous voulez parler de ça maintenant. Oui, j'ouvre le bloc 4. Revenons au bloc 4. Vous voulez ajouter au niveau du bloc 4 parce que ma question devait être aussi Total à creuser un premier puits, un seul puits. On parle ici du bloc 4. Mais le contrat avec Total permettait de creuser plusieurs puits. Expliquez-moi pourquoi Total n'a pas creusé un second puits. En fait, ici, il faut clarifier un peu. Le contrat signé avec Total et ses partenaires est divisé en deux périodes d'exploration. 3 ans plus 3 ans. La première 3 période, ans plus renouvelable à 3 ans. Voilà, On dit donc, de 3 ans. Okay. les premières 3 années, il faut forer un seul puits. Et les sociétés vont mettre une garantie bancaire pour le prix du puits. Si le puits n'est pas foré, le gouvernement peut bloquer retirer la garantie. Donc ça a été fait dans le bloc 4 en avril 2020. Okay. S'ils veulent, là, il y a une décision à prendre. C'est Total qui prend la décision ici. Voilà, les partenaires, exactement. Après 3 ans, ils ont le choix. Soit ils continuent avec la deuxième période, et là, ils doivent rendre 25% de la superficie du bloc au gouvernement. Et ces 25% sont utiles pour lancer des appels d'offres sur ces 25% pour d'autres sociétés, si on veut, et mettre une garantie bancaire pour forer un deuxième puits. Donc c'est là peut-être l'ambiguïté qui a été créée, que pourquoi ils ont foré un seul puits, ils ont arrêté. Ils ne sont pas encore rentrés dans la deuxième période d'exploration. La dernière date de prise de décision tombe le 22 octobre 2023. 23, oui. C'est sûr que n'importe quelle décision prise par Total ne doit pas nous choquer. Okay? Elle peut être positive et continuer le forage. Vous voulez me dire qu'il faut s'attendre à une réponse qui est... Peut-être. Ou bien une décision qui... Peut-être quitter le bloc 4. De quitter le bloc. Hein. Et c'est compréhensible. On peut Qu'est-ce qui explique la décision ici? Quels seront les arguments? En fait, forer un puits coûtera, un puits dans les mers profondes, coûtera à peu près 100 millions de dollars. Investir ce 100 millions là où on peut avoir une découverte, disons dans le bloc 9 ou bien dans les blocs frontières, frontalières, c'est plus attirant comme étant investissement avec un revenu qui est plus garanti que d'investir dans d'autres puits dans le bloc 4. On a plus d'idées au niveau des plaques, au niveau du sol, du sable. C'est pas suffisant. Parce qu'en fait, s'il faut dire une chose, l'extension géologique de l'eau au sud, disons au sud du Liban, et mer au sud de la frontière, n'est pas la même au niveau du bloc 4. Donc c'est une province qui c'est aussi grand. C'est différent. C'est immense. Il faut l'analyser, il faut forer plus de puits pour la comprendre. D'accord. Donc tandis qu'au niveau de la plaque, disons Tamar, on a déjà des puits forés, plusieurs puits forés, des dizaines de puits, on a des découvertes confirmées, on a des réserves confirmées. On a l'exploration qui Chypre encore. Oui, certainement. Et même maintenant, on cherche dans ce genre de couche géologique qui n'est pas étendue jusqu'à bloc 4. Donc, si moi, ou bien vous êtes devant une décision business sense, complètement. Investir 100 millions dans là où il y a je vais partir directement. Exactement. Donc, où c'est assuré, donc, ou bien je suis sûr que... Donc, ça ne sera pas surprenant si Total Energy, ses partenaires... quitteront le 22 octobre 2023, Total prend une décision de quitter le bloc.
Vous allez faire quoi, vous, comme administration de la Lebanese Petroleum, donc la LPA? Bloc 4 Donc, retournera, on va faire quoi avec le bloc 4? Bloc 4 retournera complètement à l'État et D'accord, sera c'est clair. mis dans les prochains appels d'offres pour attirer de nouveaux investisseurs. OK? Vous pouvez l'ajouter directement à la seconde appel, Oui. à l'appel d'offres Oui. qui doit, donc sa date d'échéance, c'est le 2 2 octobre. octobre, qu'on peut toujours reporter à des dates Mm. qui sont convenables pour notre stratégie. Mm, On mm. peut toujours faire ça. Donc, pour continuer aussi, Total Energies est aussi intéressé par les énergies renouvelables, qu'il s'agisse des projets de production de 5 ou de 100 mégawatts. OK. Mais un chantier législatif aussi devrait être au préalable lancé. Quelles sont les lois aujourd'hui qui doivent être que le Parlement doit voter? Donc, parce que on sait très bien que toutes les compagnies aujourd'hui ont changé leur nom. On était à Total, on est passé à Exactement. Total Energies. Qatar Energies, donc c'est le renouvelable pour eux, le green aujourd'hui, Exactement. qui les intéresse. Donc, Il faut faire quoi? au niveau du Liban, on est un peu en retard dans ce sens-là du côté législatif. Du côté pratique, déjà le gouvernement libanais, je pense en 2022, a déjà donné 10 ou 11 licences à des sociétés libanaises avec des sociétés étrangères en JV pour construire des stations solaires 15 MW chacune, 11 stations. Le blocage, disons s'il y a un blocage, c'était au niveau de financement. Okay? Et en plus, au niveau de vendre l'électricité et la façon de recevoir les prix. Donc, disons, on est dans un pays qui a subi un effondrement économique. La monnaie libanaise a perdu presque 95%. Avec la et dévaluation. On ne peut pas dire qu'on doit vendre l'électricité en livres libanaises. Donc ça, ce n'est pas permis par loi maintenant. Okay? Donc ça, c'est le premier bottleneck, disons. C'est un obstacle. Obstacle, exactement. Donc on ne peut pas attirer les investisseurs s'ils ne sont pas rassurés comment ils vont être payés ou bien assurés qu'ils vont recevoir de l'argent qui ne va pas déprécier avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose de... il faut régler. Ouais. Et en plus, avec le défaut que le gouvernement a fait avec ces treasury bonds, treasury bills, avec les eurobonds. Quel a été l'impact du défaut de paiement? Donc à ce niveau? maintenant, on demande des garanties de paiement. Donc ça c'est quelque chose qui ne va pas être donné par le gouvernement libanais. Ce n'est pas acceptable pour les investisseurs. Parce qu'on est classé D aujourd'hui. Voilà. Donc, on doit chercher des garants, fonds internationaux, des garants. Ouais. Et ces fonds-là, déjà, on connaît leur opinion à propos d'aider le Liban s'il n'y a pas de réforme et tout. Donc on est toujours dans ce cercle vicieux qui tourne. On a des opportunités. Total et Qatar Energy ont demandé la construction d'une station solaire de 100 MW dans des régions identifiées déjà par eux. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Il y a l'intention, mais on n'a pas le cadre légal, législatif, disons économique, nécessaire pour ramener ce projet à l'exécution. C'est clair, donc il est nécessaire pour tous de s'élever au-dessus ou bien des considérations personnelles au niveau énergie aujourd'hui, pétrole, considérer ce projet comme un exploit pour tous les Libanais et aussi bien une pierre angulaire pour le redressement économique, certainement. Mais on passe au fonds souverain. J'aimerais bien aussi écouter et avoir votre opinion au niveau de ce fonds souverain. Le président de la Commission parlementaire des finances et du budget, Ibrahim Kanaan, insiste sur deux adjectifs, excusez-moi, en décrivant le fonds souverain dans lequel seront placés les revenus que le Liban espère générer de l'exploration de ses éventuelles ressources gazières et pétrolières offshore, indépendants et transparents. Premièrement, quelle est l'importance de ce fonds ? Bon, je voudrais parler un peu à propos du cadre, les objectifs d'un fonds pareil. Tout le monde le sait, que les prix du pétrole et du gaz... Il y a les fluctuations. Beaucoup, et volatiles parfois. Donc on ne peut pas directement injecter les revenus dans le budget. Ça va créer une instabilité immense. Certainement. Voilà. Donc il faut prendre cet argent au début dans un fonds qui est un peu isolé en termes de lien avec le budget. Et après,
mettre des règles pour les dépenses, soit injecter dans le budget, soit utiliser ça pour des Pour fonds, investir. investir Ouais. dans les infrastructures, dans des fonds souverains, disons, Mais ici, il externes. faut parler de gouvernance, d'indépendance, Exactement. de transparence. Le premier but, disons, je veux donner un exemple lié au plus grand fonds souverain norvégien, Hum, qui n'a pas commencé le jour même où on a eu la découverte. hum, Nous-mêmes, on discute de ça avant la découverte. Ok, donc, en 1969, on a eu la première découverte en Norvège. En 1993, hum. c'était l'établissement du fonds souverain. Pourquoi? Parce qu'il y avait des besoins dans l'économie norvégienne avant d'établir cette caisse. Hum. Il fallait couvrir ces d'épargne, besoins. disons. Mais au Ok. Liban, il ne faut pas sortir, il ne faut pas Bon. dire qu'il faut utiliser ces revenus pour couvrir la dette, hein, et Exactement. couvrir aujourd'hui les pertes au niveau des déposants. Donc ça, c'est catastrophique si Oui, il les faut responsables pas, vont penser de cette façon. parce que ces ressources sont déplétables, comme on dit. Ce n'est pas renouvelable. Ok. Il faut pas. Ça, c'est l'autre philosophie. Ouais. Une deuxième philosophie, disons qu'il faut transformer cet argent. Le fonds souverain va aider à transformer ces ressources qui sont pas renouvelables au-dessous de la terre à des revenus renouvelables, continuels, C'est pour ça on parle au-dessus d'investissement. ressources financières. Ouais. Donc, pour cela, pour l'autre idée qui est importante, c'est d'essayer de mettre un système de gouvernance Mhm. où on peut physiquement créer un genre de stabilité économique, disons un certain coussin Mm. pour réduire les chutes économiques. On injecte un peu de cet argent du fonds souverain dans l'économie, là où où on prévoit Mm. des chutes ou bien des Mm. changements économiques. Et là où il y a des accroissements économiques et intenses, on réduit l'investissement pour garder cette croissance économique stable Mm. et continuelle. Mm. Ok. Donc ça, c'est l'autre objectif du fonds souverain. Maintenant, les outils qu'on utilise, disons, est-ce que c'est des investissements dans les marchés internationaux, comme c'est en Norvège? Est-ce qu'on investit dans Mm. les pensions ou bien dans les caisses mutuelles ou bien on C'est investit pour ça qu'il y a une dans les petites stratégie. Hein. entreprises? Il y Voilà. a une stratégie qui doit ça, être c'est l'important. claire. Pour mettre cette stratégie, ou bien pour encadrer cette stratégie comme il faut, pour les besoins libanais de pays maintenant, il ne faut pas copier Mm. aveuglement des autres Vous avez pays. peur d'un syndrome libanais? Peut-être. Nous avons Si. entendu trop de syndromes partout au monde, des pays qui ont utilisé les revenus pour pouvoir, ils se sont sentis riches, Oui. donc ils sont partis couvrir des dettes, ils sont partis couvrir des pertes. Définitivement, il ne faut pas commencer à dépenser avant d'avoir le cash flow qu'on va recevoir. Et ça, il faut ouvrir des parenthèses, vous me le permettez de dire qu'au début, il y a à peu près 65% de cet argent qui va être collecté de revenus et des revenus à payer pour les sociétés pour leur investissement. Donc au début, on n'a pas beaucoup de cash flow qui va rentrer au gouvernement ou bien dans ce fonds souverain. Okay? Au début, il faut payer les prix des infrastructures, les prix de forage, les prix de production. Et après, ce qui reste va être divisé entre le gouvernement et les sociétés pétrolières. Donc, on prévoit les premières 5 années de production ne pas avoir de l'argent un montant assez élevé. Et après, ça va augmenter graduellement. Okay? Et certainement, il faut avoir une compagnie nationale aujourd'hui. C'est pas certain. C'est pas certain. C'est pas certain. Pour se transformer un jour en un explorateur, non? C'est un outil, disons. Peut-être il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. C'est un outil pour agrandir la part du gouvernement. Si cet outil ne sera pas utilisé pareillement, comme ça, donc ce n'est pas bien de l'avoir. Okay? Donc, d'accord, ça c'est un outil qui devrait, au début, prendre 10 ans pour devenir profitable. Au moins. Vous êtes d'accord que sur l'importance de lier la gestion des fonds souverains en général à une bonne politique fiscale? Oui, bien sûr. Donc, afin de garantir dire transparence, gouvernance, responsabilité, n'est-ce pas? Ben, en fait, si on veut gérer ce genre de fonds, au début, il faut la transparence. Au début, il faut des gens qualifiés. On commence par là. Oui, pour s'éloigner du syndrome libanais, il faut avoir des mesures très strictes, assez d'indépendance pour le fonds souverain et le management, mais encore un bon contrôle.
ok, qu'on ne puisse pas accéder à l'argent d'une façon arbitraire. Il faut avoir des règles respectées, il ne faut pas dépasser les lois. Et en fait, ça, c'est là où il y a le syndrome libanais. Si on ne respecte pas les lois, ça va se perdre. Donc, je reprends et je dis, il faut faire attention d'un syndrome libanais. Exactement, vous avez raison. Oui. Ok. Juste pour finir avec deux questions au niveau de l'appel d'offres pour l'exploration offshore aussi qui ont été reportés à plusieurs reprises. Oui. Le premier appel d'offres sur les 8 blocs en question, c'était en 2019. Exact. Et maintenant, ça a été reporté encore une fois jusqu'à 2 octobre. 2 octobre 2023, oui. Vous pensez que aussi nous allons passer à... On sera obligé aussi de reporter à une nouvelle date? En fait, quand on a commencé... Et pourquoi à chaque fois on est en train de reporter les dates? Donc, je vais diviser ça en deux. Un, il y a l'effet de la pandémie de Covid, où la clôture du bid round, le deuxième bid round, était en juin 2020, ok? Donc au milieu du Covid, les sociétés, le pétrole ou bien le business du pétrole était en train d'avoir beaucoup de problèmes. En fait, le prix du baril en avril a baissé négativement. Ouais. Pour la première fois, c'était un un glitch. C'était un glitch c'était technique. de ici, trading, aujourd'hui, oui. C'était un glitch de trading. Mais en fait, les budgets et tout ce qui est high risk a été arrêté. Parce qu'il y a des États aussi Et qui mettent leur budget voilà. par rapport au prix du baril. Donc ça a pris 1 an et demi pour l'effet de Covid à être clear ou bien, comme on dit, nettoyé du système du business pétrolier. Donc après ça, on est devenu en 2021, 2022. On a revu un peu ce qu'on a dans les mains, entre les mains. On a dit, on va relancer ce bid round. On a mis la première fois avant l'accord maritime. On ne savait pas quand est-ce que l'accord maritime va se faire ou bien va se terminer. Donc c'était juin 2022. Et après, on a vu qu'il n'y avait pas d'intérêt pour les sociétés, des sociétés, et on entendait beaucoup, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec l'histoire de la frontière maritime. Donc on a reporté ça jusqu'à la fin d'année. Donc vous dites quoi aujourd'hui au niveau de l'appétit des compagnies pour présenter leur offre? Pour dire quelque chose qui est très concret et très direct. Les sociétés maintenant attendent des résultats du bloc 9. S'il y a une découverte, l'appétit va redevenir. Mais vous êtes au courant certainement que certaines compagnies sont, soi-disant, ils sont intéressés aujourd'hui. Oui, il y a de l'intérêt. Par le offshore au Liban. Il y a de l'intérêt, mais en fait, si on regarde le côté business ou bien décision rationnelle, on a un puits qui n'a pas de bons résultats en 2020, un puits qui se fera en 2023. 2020, 2023, c'est 3 ans. C'est peu. Ce n'est pas une activité intense. Donc, les sociétés vont enlever le Liban de leur cadre d'intérêt s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Okay. Okay, ça, donc, clair. le puits aujourd'hui à Cana, c'est un puits avec un haut impact. Parce qu'il va soit lancer le Liban dans l'industrie pétrolière, soit le ralentir beaucoup. On a besoin de plus d'efforts. Je ne dis pas que c'est la fin du monde, mais il faut faire beaucoup plus d'efforts pour attirer les investisseurs. Bon, moi, je dois clôturer cette entrevue, mais le ministre Walid Fayad a bien mentionné l'histoire de carte sismique au niveau du bloc 9 et des autres blocs, n'est-ce pas? Donc, il voulait dire quoi avec ça? Donc, durant la conférence de presse, aujourd'hui, il avait déclaré, oui, jeudi. Okay. Donc, en fait, au Liban, on a tous les blocs, 9 blocs, qui étaient couverts par des surveys sismiques 3D, qui nous donnent une idée du fond. Donc, c'est les Seismic Survey. Voilà, oui. Donc, du fond, et qui est un outil très important pour attirer les sociétés. Parce qu'on peut vendre ces données sismiques. Le seul bloc qui n'a pas été acquis avant, c'était le bloc 8, à cause du problème de frontière maritime. Sont intéressés aujourd'hui. Voilà, très intéressés parce que c'est une pièce du puzzle
qui est centrale au niveau du bassin méditerranéen. Donc, si on a les résultats sismiques du bloc 8, on pourra dessiner un schéma plus précis du fond des structures géologiques et on pourra encore lier le Liban ou bien voir les similitudes du Liban, offshore Liban, avec les pays qui nous entourent, qui ont déjà des découvertes et des réserves confirmées. Ici, c'est Chypre, donc c'est le côté palestinien. Et ça va nous donner un avantage durant les bid rounds ou bien les licensing rounds pour pouvoir améliorer les conditions pour l'État. Monsieur Wissam Chbat, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, vous êtes membre du conseil de la LPA. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Et nous passons à l'actualité économique avec le doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais Midel, Fouad Zmekhol. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Dr Zmekhol. Bonjour Maurice, c'est le plaisir est toujours pour moi et surtout d'être avec ici Beyrouth. Je sais que vous êtes bien vu et entendu et surtout la voix économique toujours transparente et objective que j'essaierai d'avoir. Merci. Donc je commence directement avec la réunion présidée par le Premier ministre sortant Najib Mikati. C'était la réunion de la commission chargée de présenter des propositions de modification du Code de la monnaie et du crédit. Juste pour se rappeler, la commission a examiné de nouvelles idées pour amender le Code de la monnaie et du crédit. Les questions fondamentales sont intouchables, mais certains points peuvent subir des modifications esthétiques. Vous dites quoi? Tout d'abord, avant d'arriver sur le code de la monnaie et du change, il faut bien savoir que malheureusement au Liban, on vient d'éteindre les incendies quand la forêt a brûlé, même pas quand elle brûle. Donc aujourd'hui, évidemment, tout d'abord, je sais que c'est une commission qui travaille vraiment. Il y a des personnes très sérieuses. On va nommer certains comme professeur Nasri Diab, l'ancien bâtonnier ou qui sont en train vraiment de regarder et qui travaillent d'arrache-pied. Donc, mis à part la commission qui essaie vraiment de travailler et qui a de très bonnes intentions, mais recommençons un peu sur les intentions publiques. Aujourd'hui, on est en train d'amender une loi ou un point après vraiment une destruction totale. Après une destruction monétaire, financière, économique, sociale, et sur une autodestruction qui est en train de se continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mis à part cet amendement qui aura lieu ou qui n'a pas lieu, sur une préparation qui est qu'encore au niveau Premier ministre, même pas gouvernemental, qui va encore être discuté au Conseil des ministres, si Conseil des ministres a, ensuite qui va aller au Parlement, qui va aller ensuite prendre le chemin législatif, et entre-temps, l'autodestruction est en train d'être continuée, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de continuer. Donc aujourd'hui, je vais donner certains petits détails de ce code et de ce qui va être amendé, mais commençons par le détail, qu'aujourd'hui, ça ne sert quasiment plus à rien. Avant les détails, mais vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui d'amender le code? Maurice, évidemment que c'est nécessaire. Est-ce que c'est la priorité immédiate? Je te dirais non. Parce qu'aujourd'hui, la priorité immédiate est d'arrêter l'hémorragie. On a une hémorragie qui est en train d'être continuée. On a les mêmes personnes qui ont causé la plus grande, je dirais, explosion, pour ne pas dire le plus grand drame économique et social du monde, qui sont toujours aux commandes. Donc il fallait commencer. Regardez, il fallait commencer déjà d'abord commencer à appliquer la loi qui est présente, parce que déjà la loi présente n'a jamais été vraiment appliquée, et maintenant je vais vraiment expliquer pourquoi. Mais en même temps, tout d'abord, il faut arrêter l'hémorragie et aller sur vraiment le plan de restructuration. Le plan de restructuration, d'avoir d'abord un taux de change unique, d'avoir une négociation plus claire avec le Fonds monétaire, parce que là, ni on y a une négociation, ni c'est arrêté, ni on sait si on va avoir l'argent, ni on sait comment ça va repartir. On a commencé, les vice-gouverneurs ont commencé par une note assez positive, puisqu'ils ont donné de façon transparente déjà ce qui nous reste plus ou moins, entre guillemets, des réserves. Mais ces réserves sont en train de disparaître jour après jour. Même si Saïr Rafah est arrêté, mais n'oubliez pas aussi que nous avons, mais je continue sur ce point, que même si Saïr Rafah est arrêté, qu'on a toujours une utilisation, que ce soit sur des médicaments, que ce soit sur des financements, sur certaines subventions qui restent, que ce soit sur le mazout et le pétrole et d'autres. Donc il faut bien savoir que même si donc même pour continuer sur ce point, il faut savoir que le code du change aura besoin de beaucoup de changements. Le premier point, déjà sur la définition d'une banque centrale. Et tu dois bien savoir, Maurice, qu'une banque centrale, son travail n'est pas de financer un État.
et encore clair. moins de financer un État Donc vous êtes déficitaire. avec la décision qui a été prise par Wassim Mansouri d'arrêter le financement de l'État. Alors attendez, la décision n'a pas été prise de cette façon. Maintenant, je vais revenir sur ça, mais parce qu'il a dit que je prendrai une décision que s'il y a une loi. Et on sait très bien que ceux qui peuvent voter la loi, ils pourront voter la loi et voter d'autres lois aussi, qui est l'utilisation de l'or. Et là, il faut faire très attention. Mais je vais répondre sur la première question pour que nos téléspectateurs puissent nous suivre. L'amendement de ce code, la première chose, est en train de rappeler, et ça c'est les grandes lignes, qu'une banque centrale n'est pas là pour financer l'État. Une banque centrale est un régulateur. Sur réguler la monnaie, la change, peut suivre finalement le ministre des Finances et autres, des directives, mais c'est une entité indépendante qui n'est pas là pour financer l'État comme ça a été fait sur les 30 années. Mis à part le problème du gouverneur qui n'est plus là, et il y aura beaucoup d'encre s'il a eu tort ou raison, il y a beaucoup de points, il va être jugé, ce n'est pas la question. Mais finalement, il y a plus que 5 ou 6 premiers ministres qui ont suivi la même politique. On a plusieurs ministres des Finances qui sont directement responsables, sans parler aussi des représentants des gouvernements qui étaient aussi présents dans toutes les décisions qui ont été prises. Il faut bien savoir que chaque année, il y avait un quitus qui était voté. Je ne défends nullement le gouverneur ni les points, mais il faut très bien savoir qu'au lieu d'avoir uniquement un bouc émissaire, si vraiment on va commencer à lâcher, il faut que tout le monde paye. Et quand je dis tout le monde paye, c'est toutes les personnes responsables de cette gouvernance. Le deuxième point aujourd'hui, une banque centrale, on a bien dit que c'est un gouverneur qui ne doit pas financer un gouvernement déficitaire. Et s'il le fait pour une décision spécifique, il le fait pour une seule fois, et il dit ensuite on ne peut pas le refaire que s'il y a des réformes et plusieurs réformes, ce qui n'a jamais été appliqué. Donc aujourd'hui, vous me parlez du vice-gouverneur Mansouri. En effet, il a tiré la sonnette d'alarme, il a dit « je ne finance pas un gouvernement déficitaire ». Il faut savoir. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais par contre, il suit, il dit « à moins qu'il y ait un projet de loi ». Bon, alors dites-moi, les personnes responsables de cette plus grande crise, vous pensez que ça va être dur pour eux de faire un projet de loi qui finance 600 millions de dollars la première fois, pour ne pas dire qu'ils vont continuer à utiliser les réserves qui sont finalement le droit des déposants. Donc une fois de plus, on donne une réponse directe aux déposants que celui qui est en train d'utiliser les fonds, le voilà, c'est le même qui veut les utiliser une deuxième fois, comme si rien ne s'est passé. Donc commençons déjà par le principe. Un gouvernement déficitaire depuis 30 ans, un État qui est responsable de la plus grande faillite du monde après économique et sociale, un État qui est directement responsable de la troisième plus grande crise économique et sociale aujourd'hui, 3 ans après la crise, comme si de rien n'était, utilise la même stratégie qui va vers une banque centrale, lui dit finalement ils me font des ponts, s'il vous plaît donnez-moi un crédit à 600 millions. Attendez, qui demande? L'État déficitaire qui n'a jamais rendu un sou. Un État qui s'est endetté durant 30 ans sans jamais rendre un sou. Donc, quelque part, quand il dit « je m'emprunte », d'autre part, ça veut dire « j'utilise », pour ne pas dire entre guillemets « je vole ». Parce qu'on le sait, cet argent ne va pas être rendu. Finalement, il demande de qui? Il demande à la Banque centrale. La Banque centrale va lui prêter, si elle prête l'argent de qui? L'argent du déposant, donc l'argent du peuple et l'argent de l'économie, une fois de plus. À fond perdu. À fond perdu. Donc, le vice-gouverneur, évidemment, qui marche sur des œufs, il a raison. Il dit, moi, je ne peux pas faire ça, à moins d'avoir un projet de loi. Erreur fatale. Il doit dire non. Avant même de dire, même avec un projet de loi, il peut taper sur la table et dire non, parce qu'il y a risque, et moi, mon rôle principal est de réguler et de protéger l'argent des déposants. Pourquoi je dis il y a un piège? Parce que s'il va sur une loi, un projet de loi, Maurice, et la loi est votée, qui va l'arrêter? Je rappelle que le Parlement est supposé représenter le peuple, que le législateur a un droit suprême. Donc un projet de loi est faisable. Et pourquoi je tire la sonnette d'alarme? Parce qu'aujourd'hui, si ce gouvernement, aujourd'hui, ou ce Parlement, vote cette loi, même si c'est pour une seule fois ou une autre fois, on sait très bien qu'une loi pour une seule fois veut dire pour à jamais. C'est-à-dire qu'ils faudront une même loi pour utiliser l'or. Et là, je dois dire à haute voix, là, je dois dire à haute voix, on arrivera à un point, si c'est exactement la même stratégie qui est suivie, où on va dire au peuple libanais ou à la Banque centrale, attendez, ou bien vous nous donnez l'or, ou bien on n'a plus de médicaments, ou bien vous vendez de l'or, ou bien on n'a plus de financement du pétrole pour l'électricité du Liban, qui a un déficit. Écoutez, pas ce que je le vois. Ceux qui ont finalement, je dirais, corrompu, entre guillemets, plus de 100 milliards de dollars, mis à part les aides que nous avons eues, je les vois très mal ne pas faire ça ou autre. Encore une fois, donc vous êtes convaincu qu'on va arriver à un jour où on va commencer à écouter des responsables dire que voilà, on est obligé de vendre une partie de notre or? Je vais être très objectif, Maurice, et de tout cœur. Une petite question. Les mêmes responsables d'une guerre civile de 17 ans, qui ont enlevé leur habit de guerre et qui sont devenus des politiciens, qui ont détruit le pays une première fois dramatiquement, à plus de 300 000 morts, sans parler de déplacés et autres, qui reprennent les pays en main. Très bien, ils l'ont pris. Ils ont détruit le pays économiquement et socialement durant 30 ans. Ils ont
utilisé plus de 100 milliards de dollars, quelle que soit la responsabilité de la Banque centrale et des banques, qui ont une responsabilité. Mais ceux qui ont dépensé les fonds, c'est bien je dirais, les personnes au pouvoir. Ben, c'est les mêmes au pouvoir aujourd'hui qui sont au Parlement ou au Conseil des ministres. Et je ne parle pas de personnes, je parle de groupes, je parle de politiciens en général. Ben, c'est même-là qui ont fait une guerre civile de 17 ans, qui ont détruit dans la plus grande arnaque de l'histoire durant 30 ans, plus de 100 milliards de dollars. Est-ce qu'on pourrait cette question qui ne ferait pas une autre guerre ou utiliserait l'or? Ben, évidemment, ils feraient tout ce qu'ils peuvent ou pour s'enrichir, ou pour se protéger, ou pour garder l'impunité. Donc aujourd'hui, malheureusement, basé sur faits, ce n'est pas un avis, je parle sur des faits. J'espère avoir tort. Si on revient à la guerre, c'est les mêmes noms. Si on revient sur les personnes qui étaient au pouvoir 30 ans, c'est les mêmes noms, ce n'est pas moi qui le dis. On ouvre, on Google qui était au pouvoir et on les a, hein. Ce n'est pas un secret. Qui est responsable plus que l'autre, ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas enquêteur ni investigateur, je suis économiste. Donc on regarde les faits. Voilà les faits, voilà les chiffres, voilà les résultats. On a eu la plus grande crise économique et sociale, le plus grand braquage, j'appelle ça braquage de l'histoire. Ben, ils sont responsables directement et indirectement. Et encore plus grave, ils sont encore au pouvoir. Donc finalement, l'inculpé est aussi juge. L'avocat est aussi procureur. Quelle décision il faut attendre de ces responsables qui sont même les responsables de cette crise? Donc c'est de reprendre les mêmes décisions. Regardez, moi je pense malheureusement basé sur faits, ils ont pris des mauvaises décisions durant 30 ans. Encore pire que ça. Si on regarde 3 ans on avait bien ça durant la gestion de la crise, donc c'était voilà, catastrophique vous ici. Avec les subventions, avec la contrebande, avec l'évasion fiscale, avec Maurice. les plans de relance, avec comment traiter avec les déposants, c'était catastrophique ça. Prenons, comme tu dis si bien, les 3 avec dernières de paiement. Prenons les 3 ou 4 dernières années. Pas plus loin que ça, les 4 années. On a eu la plus grande crise économique et sociale. Mais on a été pire, je dis sur le gouvernement ou sur les responsables, dans la gestion de la crise que de créer la crise elle-même. Commençons très clairement. C'est une crise qui a été créée à l'interne. La destruction qui s'est passée, c'est une autodestruction. Ne parlons pas de théorie de conspiration générale. C'est vrai que certains en ont profité, mais on en est directement responsable à l'interne. On a détruit notre propre pays et on a détruit notre propre économie. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement en tant que réforme ou plutôt de gestion de la crise depuis 4 ans jusqu'à aujourd'hui? Ils ont parlé d'une loi de contrôle de capitaux, bonne ou mauvaise. Après 4 ans, on n'a pas de loi. Et même la loi est encore sous discussion. Et même si une restauration du secteur bancaire. Même si elle sera, on ne parle plus de nos anciens capitaux parce qu'ils ne sont plus là. On parle de nouveaux capitaux. Il faut faire très attention. Qui pourra inclure le cash. Et là, c'est un grand point à garder en tête. On a parlé d'une subvention. Ils ont parlé des cartes de subvention, vous vous rappelez, qui étaient financées par la Banque mondiale. Les fonds étaient là. 4 ans après, cette carte n'a jamais vu le jour. Et cette carte qui devait voir le jour était une carte qui allait être beaucoup plus électorale que sociale. Certainement. On continue. Ils ont parlé sur la loi de blanchiment. Cette loi de blanchiment qui supposait être la plus simple, parce qu'on suit ce que l'OFAC et le GAFI demandent, elle est allée et venue 3 fois entre le Parlement et le Conseil des ministres. Et après 3 ans, elle a été acceptée. Ils ont gardé le titre et ils ont vidé de tout ce qui est à l'interne. Je donne des exemples de gestion de crise. Et je continue sur la restructuration des banques. Restructuration des banques qui n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Le défaut, pour vous ? Le défaut. Encore une fois, Attaro a raison. Personnellement, vous savez très bien que j'étais contre le défaut pour mes raisons. Mais on va dire qu'il a été pris. Au moins, s'il a été pris, il y a une stratégie qui vient par la suite. Certainement, il fallait négocier. On prend le défaut et puis on appelle ce qu'on appelle les Eurobond holders. On a dit voilà, on a un défaut. Ça, c'est notre situation. Comment traiter avec ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, c'est toujours les mêmes aujourd'hui qui demandent les 600 millions. Donc on revient que c'est exactement les mêmes qui redemandent un crédit. Et encore une fois, définition de crédit au Liban par l'État, c'est un crédit qui ne va jamais être rendu. Et à qui on le demande, et j'insiste sur ça, on le demande sur ce qui reste des réserves, ce qui reste aux déposants, comme si on leur disait que si aujourd'hui votre argent il vaut malheureusement, excusez-moi pour ma franchise, 10%, après le crédit il va avoir 8% et plus en plus il pourra arriver à 0. Et on est en train de préparer le chemin pour toucher sur ce qui nous reste. Ça peut être l'or. Et encore une fois, on est très optimiste sur ce qui se passe sur le gaz. Mais attendez, on parle de la longue haleine et on parle exactement de la même classe dirigeante. Donc je peux vous dire de façon très réaliste que ceux qui ont utilisé les fonds de Paris 1, Paris 2, Paris 3, qui n'ont fait aucune réserve, Bruxelles, Stockholm, Londres, ceux qui ont utilisé les 100 milliards des déposants à fonds perdus, aussi pourraient utiliser ce qui reste des 8 milliards,6 ou pourraient utiliser nos réserves en gaz si on les a et à moyen terme. On a bien vu ça durant la dernière semaine avec l'histoire de l'électricité, de l'aéroport. Aujourd'hui, pas de médicaments, donc demain, pas de téléphone. Donc pour dire quoi? Que voilà, il faut toucher à ça pour pouvoir continuer à avoir l'électricité. Regardez, je vais suivre sur un sujet qui vous importe et qui importe en tout cas toutes les personnes qui nous écoutent, c'est le budget.
Pourquoi Ah. je parle de budget? Mais Ouais, sans de décortiquer, je vais te laisser toi-même poser la question. Voilà, Pourquoi le budget? je voulais poser la Mais question. je vais te dire pourquoi le budget. Parce qu'un budget dans l'état normal, un budget est une vision. C'est une vision, c'est une C'est pas un stratégie. papier comptable. C'est pas un papier, c'est une vision. Ouais, c'est pas, Un budget, c'est une vision. on À fait court, pas de la comptabilité voilà, avec à le court, budget, moyen hein. et terme. Un budget, c'est pas un Excel sheet. et c'est on pas du dit- débit et crédit Voilà, seulement. voilà, c'est pas débit crédit Ouais. et puis c'est pas du tout ça. Alors qu'au Liban, C'est ben, un plan, les c'est une derniers, vision. voilà. Aujourd'hui, les 2 derniers Mhm. budgets que nous avons, à savoir que durant 14 ans, on n'a C'est pas eu même pas de des budget. papiers comptables. C'est quoi le budget? Ils prennent les papiers et disent ah voilà ce qu'on paye, voilà ce qu'il a. On essaye d'établir un budget. D'où est financé le budget? Le budget, normalement, il est financé par une croissance, il est financé par des investissements, il est financé par une certaine reprise de l'économie. Alors que là, ils disent quoi? Ils disent ah, on va financer notre budget par des taxes. Attendez, mais qui demande des taxes? Un État déficitaire qui ne donne vraiment aucun support à un État. Attends, aucun support ni médical, ni sécurité sociale. On voit dans quel point, ni route, ni électricité, ni eau. Donc attendez, un État déficitaire d'un côté, qui n'a jamais rendu aucun service à une population. Par contre, qui a utilisé ses fonds. Attendez, notre population, c'est eux le déposant. Donc une population qu'il a financée durant 30 ans vient lui dire, mais attendez, on va vous taxer parce qu'on doit avoir un budget équilibré. Mais attendez, mais c'est dingue. Taxer quand? Commençons par les taxes. On taxe qui? Jusqu'à les dernières 10 années, suivant le ministre des Finances, il vous dit qu'on a 50% de taxes qui sont payées. Donc qui on paye? On paye 50%, on est en train de taxer 50% de l'économie, entre guillemets, qui est blanche. L'autre On qui est garde au noir. 50% au noir. Mais attendez, on est en train de la pousser parce que quand vous taxez la moitié, Oh, c'est une croissance de l'économie noire. Donc Certainement. les 50% deviendront 40 et là-bas on sera 60. Donc l'évasion fiscale ici. Évasion fiscale, on savait très bien que chaque fois qu'on augmente les taxes, les rentrées de l'État n'ont jamais augmenté alors que la contrebande augmente, l'économie noire augmente. On taxe qui? On taxe ce pauvre déposant qui a presque tout perdu par le même État. On taxe un concitoyen qui n'a aucun service. Et encore une fois, on taxe comptablement, sachant qu'on ne pourra pas avoir ces taxes parce qu'on n'a pas assez même d'employés pour aller percevoir les taxes. Donc imaginez quel budget dramatique. On demande aux compagnies de payer la TVA d'une façon anticipée. Encore. Donc c'est une dette indirecte. Parce qu'on a besoin de la liquidité pour pouvoir payer les revenus. Et donc vous voyez un peu ce système, cette fuite en avant. Et une fois de plus, on parle d'une stratégie destructive, autodestructive pour une économie. Quand je dis une économie, on est très heureux et j'espère qu'on aura du gaz, mais on ne l'a pas encore. Notre économie est encore basée sur ce qui reste dans le secteur privé. Dans le secteur privé qui est basé sur des investissements, sur de la croissance. Aujourd'hui, sur des budgets pareils, je parle de 2022 ou 2023, c'est des budgets qui font fuir l'investisseur, qui tuent la croissance et qui donnent des coups de massue aux concitoyens, donc qui tuent ce qui en reste. prenant en considération le niveau de gouvernance, de transparence, de d'éthique. responsabilité, d'éthique. Exactement. Donc, encore une fois, on a des budgets qui sont des papiers comptables, soi-disant pour faire plaisir et faire passer des papiers. On a vu des budgets qui qui commencent à être discutés 9 mois après l'année. Donc, si on suit un peu mais si comme vous la chose regardez va la suivre. façon comment les responsables traitent avec l'histoire du budget, c'est comment trouver les sources pour financer le secteur public. C'est ça. Et encore, parce qu'on sait que ces sources-là, c'est comptable. Parce que même si ces sources-là vont être touchées, Sur papier, est-ce sur que papier, vous allez ils ne pouvoir... vont jamais les percevoir. Ouais, Prenons le budget certainement. 2022. Le budget 2022, il a été voté quand? Il a été voté en décembre, à la fin de l'année. Exactement même stratégie, on parle du budget 2023. Donc qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On est en train de faire des papiers comptables. On veut essayer je ne vais pas dire se moquer, mais on va se moquer d'un fonds monétaire, comme si le fonds monétaire était sur une autre planète. Je rappelle à tout le monde que le fonds monétaire a un bureau régional au Liban. Ils sont directement dans le système, ils suivent. Et les fonds monétaires, c'est des banquiers. C'est des banquiers qui financent des États et ne vont jamais financer ni un État déficitaire, ni un État qui n'a pas de président, ni de Premier ministre, et bientôt peut-être pas de commandant en chef de l'armée, donc pas de sécurité et autres. Donc encore une fois, on se moque de qui? Franchement, malheureusement, on se moque entre nous et on se moque d'un peuple qui est complètement déprimé et qui a été volé plusieurs fois. Il a été volé les dépôts, on le vole par des taxes directes et indirectes, et on le vole par des institutions qui ne sont même pas, qui ne travaillent même pas. On commence aujourd'hui. Si on avait un secteur, Maurice, qui commençait à retravailler, c'est peut-être l'immobilier. Il y a eu des transactions, peut-être à des prix plus bas ou autres. Allez faire une transaction immobilière aujourd'hui sans cadastre, sans papier, mais même les transactions immobilières sont bloquées. Sont bloquées parce que le système que l'État avec les pots de vin qui doivent être payés aussi. Mais même ça, ils ne sont même pas capables de réguler ou de suivre. L'administration qui travaille pour un jour durant la semaine. Et finalement, s'ils la bloquent, c'est parce qu'ils veulent bloquer Et des transactions. aussi, M. Zmakhrol, vous avez un gouvernement, un conseil des ministres qui sort, qui dit, voilà, j'ai approuvé une loi visant à accorder au gouvernement le droit de légiférer dans le domaine douanier.
Entre autres, et encore une fois, ce n'est pas seulement le gouvernement, je vais suivre un peu plus. Il donne aujourd'hui, dans le budget, il donne les pouvoirs ultimes au ministre des Finances. Ça n'a rien à voir avec le ministre actuel, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, un ministre des Finances pourra à tout moment pouvoir changer une législation ou changer des taux de taxes quand il aura besoin. Donc, même sur le principe, dans le budget, Ça, c'est faux. C'est dramatique. Mais ça, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'on donne à une personne. Même aussi, ici, aussi un deuxième projet de loi sur l'ouverture d'un crédit supplémentaire dans le budget général 2023. Un budget qui n'a pas été voté. Et voilà, on passe aussi à une ouverture supplémentaire d'un crédit à partir de la réserve obligatoire, ou bien la réserve budgétaire d'un montant de 10 000 milliards de livres libanaises. Maurice, Donc, vous parlez du vote du budget. Ben, écoutez, avec tous mes respects à nos parlementaires, certains essayent d'étudier, mais encore une fois, ceux qui sont sortis sur l'estrade et ont critiqué le budget 2022 à haute voix, et vraiment sont allés sur des très longues tirades, ben c'était les premiers qui ont voté le budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre ce qu'on dit et ce qu'on veut aller sur les voies populistes, et ce qu'on finalement on vote, on suit des mots d'ordre. Donc encore une fois, on sait que notre Parlement est aussi divisé par des partis politiques, par des partis sectaires, et finalement, si un mot d'ordre dit on vote, on vote. Donc ce qui est dit sur le parloir est une chose, mais ce qui est fait techniquement en est une autre. Donc aujourd'hui, vous me dites le voter, bah, écoutez, quand un projet de loi passe comme ça, on sait que tout est déjà préparé pour le voter. Le temps court avec vous, Dr Zmekral. Mais la merci. dernière question qui est aussi importante, on s'attend à quoi? Donc voilà, aujourd'hui, les salaires du public vont être payés pour le mois d'août en dollars fraîches. Pour ceux qui restent. Pour ceux qui restent. Mais septembre, octobre, novembre, on s'attend à quoi? Regardez, malheureusement, nous sommes sur on est vraiment sur deux chemins très clairs. Aujourd'hui, c'est clair que, comme vous avez dit, je doute que la Banque centrale aille sur ce prêt des 600 millions, à moins vraiment que le législateur fasse une réunion et autres. Et j'espère qu'il ne le fera pas, parce que s'il le fait, c'est qu'il prépare à toucher l'or. S'il ne le fait pas, donc la Banque centrale va être obligée de payer en livres libanaises. Obligée en livres libanaises, donc on va augmenter la liquidité en livres libanaises. Donc on peut aller sur une hyperinflation et on peut aller sur un taux de change qui peut s'envoler. Donc ça, aujourd'hui, c'est si les salaires... Mais aujourd'hui, on n'est pas au sein d'une hyperinflation? On est au sein, mais il faut dire que nous avons encore des devises en dollars. Et la Banque centrale... Une hyperinflation un peu contrôlée. Hein. Alors, encore une fois, si les salaires sont payés en liquidité en livres libanaises, l'hyperinflation en liquidité en livres libanaises va monter. Donc aujourd'hui, il y a deux choix. Ou bien on va continuer sur les dollars sur un certain de SAIRFA masqué. Ça ne va plus être SAIRFA masqué. Masqué sur quelque chose d'autre. C'est possible de trouver une sorte d'ingénierie spécifique pour payer les salaires en dollars. Donc ça pourra réduire. C'était un peu ce qui était en train d'être fait avec SAIRFA, mais qui était hors contrôle de certains points. Donc un nouveau SAIRFA spécifique. Ou bien on oublie finalement les dollars, on ne touche plus aux dollars et on va sur une liquidité en livres libanaises encore plus, donc injecter plus de liquidité, donc on va sur un taux de change qui va aller... Vous êtes pour un total shutdown? C'est une question difficile un peu sur un total shutdown. Faire un total shutdown avec les 7-8 milliards qui nous restent aujourd'hui, avec l'or qui nous reste, et ne pas arriver à octobre ou bien septembre 2024. Je vais te répondre. Avant le total shutdown, obligé à un nouveau hard landing. Je suis d'abord sur un floating rate. Finalement, un rate comme ça qui est suivi et qu'on ne sait même pas comment, qui est beaucoup plus politisé, je suis sur un floating rate. Au lieu d'avoir un marché noir, un taux entre guillemets de SAIRFA et 5 autres taux sur chaque point, moi j'irai beaucoup plus sur un floating rate qui vient de la Banque centrale. Pourquoi nous ne l'avons pas? Parce que c'est une bonne question et je clôture là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, les deux taux qu'on a officiels, on a un taux de 15 000 et on a un taux qui est encore SAIRFA ou s'il s'appellera autre chose. Pourquoi? Parce que le taux de 15 000, c'est pour continuer à utiliser avec un haircut caché de 85% ce qui reste des dépôts, et un autre taux qui est fait pour les paiements. Donc aujourd'hui, si tu es déposant, Maurice, et tu veux une partie de ton argent, tu vas aller prendre ton argent à 15 000. Mais je paye mes taxes et mes impôts. Payer tes taxes et tes impôts et ton Internet et ton à 85 000. Tu vas les payer à 85 000. Voilà pourquoi on a aujourd'hui deux taux, aussi simple que ça. Ouais. Quand que le taux du marché noir, il s'est avéré que c'est un taux du marché noir qui n'est pas aussi lâché qu'on le sait, parce qu'aussi il est tenu politiquement. On a un taux du marché noir quand il faut faire des pressions politiques qui s'envolent. Et une fois quand on veut que les choses marchent, finalement, qui fait 89-90. Donc qui n'a rien de monétaire. Finalement, oui, c'est peut-être la main invisible ici. C'est les mains invisibles, c'est les mains invisibles ou aussi les mains magiques qui protègent ce pauvre pays. On est sur une croisée de chemin. C'est vrai que ce qu'on regarde peut être négatif, mais en même temps, je vais être positif. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement difficile d'avoir un accord sur un président de la République et un Premier ministre.
C'est pas très compliqué d'avoir un commandant en chef de l'armée parce que ça arrive aussi avec un gouverneur. Aujourd'hui, en un claquement de doigts, on peut se réveiller avec un accord politique régional interne, avoir ces personnes et renouer avec la croissance. Et la plus belle, je dirais, message qu'on a eu, c'est qu'on a eu quand même 2 ou 3 mois d'été exceptionnels. Oui. On a eu plus que 2 millions de touristes. On aura 4 ou 5 milliards de dollars qui ont été injectés. Les On a eu recettes. des investissements dans le secteur touristique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un pays qui ne veut pas mourir. C'est un peuple qui veut continuer. Mais on ne veut qu'un peu de stabilité, vraiment. Et surtout, je dirais, un respect de la Constitution. On a une mauvaise Constitution. Je ne dis pas qu'elle est bonne. On a un TAIF qui doit être revu. Vous êtes pour mais par l'adaptation, contre, vous êtes pour l'adaptation ou pour la résistance? malheureusement, ce qu'on vit aujourd'hui est une résistance. C'est une résistance ça. pour vivre et autres. J'aurais aimé dire adaptation. Mais c'est une On s'est résistance. tous adaptés, mais c'est une résistance économique Et voilà. et sociale qu'on va continuer. C'est- Et on n'achera jamais, parce que finalement, le secret de la réussite, c'est la persévérance et la passion que chaque Libanais doit avoir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Fouad Zmekhoulbien. Voilà. Merci Maurice. Mes chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.